c'est un compagnon fidèle du président Laurent Gbagbo. Voilà, et nous sommes très fiers de lui. Et donc, il va prononcer une conférence tout à l'heure qui a pour thème pourquoi le FPI fait-il la liberté en l'absence des libertés? Je crois que c'est un thème qui est intéressant. Voilà. Voilà, donc je répète, pourquoi le FPI fait-il la liberté en l'absence des libertés? Voilà, et donc on va acclamer le professeur Koudou-Kessié. Il n'est plus à présenter, je crois que tout le monde le connaît. Et donc je n'en dirai pas plus. Merci. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui le souhaiteraient, j'ai encore mon petit ouvrage qui vaut présentation. Hein. Il y a quelques exemplaires encore. Je crois qu'on peut faire circuler, ce n'est pas inutile. L'exemplaire, cette fois-ci en anglais. Voilà. Pourquoi le FPI fait-il la liberté en l'absence des libertés? Mon exposé va essayer de tenir en 3 points. Mais avant, permettez que je puisse saluer amicalement et chaleureusement mon ami, mon compagnon désormais depuis une dizaine d'années, François Mattei. Je me prévaux de son amitié parce que on s'est retrouvés côte à côte à de nombreuses conférences que nous avons animées dans plusieurs pays d'Europe. Les pays scandinaves, l'Italie, France, France plusieurs fois, en Angleterre 3 fois. On a été toujours côte à côte pour animer des conférences ensemble et j'ai découvert un homme d'un courage qu'il faut saluer. Courage simplement parce que j'ai été en France, j'ai servi en France et voyez-vous, tout ce qu'il tient comme propos, il faut avoir du courage parce que, comme lui-même il a dit, on perd beaucoup d'amis, on perd beaucoup de personnes qui avaient votre estime et qui pensent que vous l'avez vendu sur l'autel de quelque chose. Ce courage-là, je tenais à le saluer à travers toi, François. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Paris. Hein, comment s'appelait ce café? Il m'a dit, Raymond, il faut qu'on puisse prendre quelque chose ensemble. Il a invité, son épouse était là. C'était le premier moment. Merci François de cette amitié et du soutien hein, à la famille, d'une manière générale, la famille pro-Gbagbo et soutien à ma famille personnellement. Tu as dit 2 mots sur lesquels je rebondirai tout à l'heure, à savoir que sur les élections, il y a certaines choses, beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Et c'est vrai. C'est pourquoi, François, je te l'avais dit, quand on s'est retrouvé en Suède, que nous étions en train de préparer un livre sur qui a gagné l'élection présidentielle de 2010. Ce livre est paru aux éditions universitaires européennes. Il va être en ce moment distribué. Ce livre a été coécrit par moi-même, Niamie Messou Nguessan, responsable du SINARES, et avec des interventions de Ouraga Oubou et d'autres universitaires ivoiriens. Notre part de vérité va être dite, mais les choses sont simples. Le président Laurent Gbagbo a gagné les élections et on ne voulait pas de Laurent Gbagbo, comme on n'en a pas voulu déjà lors de son premier mandat, où j'étais à Paris, comme ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris. J'y consacre un chapitre entier. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Aujourd'hui, je voulais rendre hommage et témoignage pour ce grand monsieur, pour l'amitié qu'il nous a toujours réservée. Merci. Alors, pour introduire mon sujet, je parle d'un postulat, c'est-à-dire d'une vérité qui n'a plus besoin d'être démontrée. Aucune liberté n'est jamais acquise une fois pour toutes. Rien n'est jamais acquis une fois pour toutes. On n'a jamais gagné une bataille lorsqu'il s'agit de liberté une fois pour toutes.
C'est pourquoi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 10 août 1793 précise, et je la cite, l'article 6, « La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui nuit, tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. » La liberté, c'est de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Et sa limite morale est dans la maxime suivante: ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. Vous voyez, la problématique de la liberté pose l'autre, désigne d'abord l'autre, celui qui est en face de vous, comme un élément, une dimension importante de la relation que vous avez. Elle ne met pas la liberté d'abord soi au centre, elle met l'autre au centre. C'est pourquoi tous les pays sans exception, de la Grèce antique à la Rome antique, de l'époque médiévale française au siècle des Lumières, du Commonwealth britannique à la Convention de la Révolution française et du parti-État au retour au multipartisme ivoirien, la lutte pour la liberté a connu des chemins parsemés d'embûches, mais aussi des victoires. Alors, mon exposé sur 3 points pour montrer que ces victoires, même si ce n'est pas des victoires pour toutes les libertés, méritent d'être rappelées, méritent d'être saluées. C'est le premier point. Deuxièmement, ces victoires doivent nous rappeler mon point de départ, à savoir que rien n'est acquis une fois pour toutes. Il faut chaque fois mettre son métier à l'ouvrage, programmer d'autres victoires par des luttes impératives. Et troisièmement, pour ces luttes-là, quel droit doit pouvoir soutenir nos luttes pour ne pas que nous allions dans toutes les directions. Voilà les 3 premiers points. Une fête de la liberté, pour le FPI, ça surprend. Il y a plein de prisonniers. Le dernier rapport du Front populaire ivoirien à travers son secrétariat national chargé des prisonniers politiques le montre. Nous avons encore de nombreux prisonniers politiques en prison. Au moins une trentaine, y compris des militaires qui sont en prison. De nombreux exilés, encore. Il y en a qui sont rentrés, d'autres qui vont continuer de rentrer, et d'autres qui pensent qu'ils ne rentreront qu'avec le président Laurent Gbagbo. Je me prévois d'être dans cette catégorie d'exilés politiques qui rentreront certainement avec le président Laurent Gbagbo. Le FPI fête la fête de la liberté parce que c'est de haute lutte qu'il a obtenu d'un grand homme. Il faut le reconnaître, le président Félix Houphouët-Boigny, même si on n'est pas du même camp, a été un grand homme. Un homme qui savait la juste signification du mot de politique. Moi j'ai fait la prison. Plusieurs fois. La prison sous Houphouët-Boigny, mon épouse est là. Mais nous savions que ce monsieur savait ce qu'était la politique, à la différence de nombreuses personnes qui clament haut et fort, qui sont de grands politiciens, mais qui malheureusement ne voient pas ce que recèle la politique. La politique qui est un jeu, mais fondé sur des principes élémentaires qu'on oublie souvent. Mais ce n'est pas ça que je voulais rappeler ici. Je voulais simplement rappeler que
Lorsque ce monsieur a vu que la rue a grogné à l'appel du président Laurent Gbagbo, du Front populaire ivoirien et des organisations syndicales, dont le SINARES, mon organisation syndicale que je dirigeais, le SINESI, le SINACASI, le président Félix Houphouët-Boigny, à l'interpellation de la rue pour dire revenons au multipartisme, revenez à la pensée multipartisane, il a fini dans sa grandeur politique qu'on lui connaît, même quand il sait que c'est la victoire qui appartient finalement à la rue, il finit par revenir en arrière. Il dit, c'est la liberté que vous voulez, c'est le multipartisme que vous voulez, le voilà. Après de nombreuses marches, oui, nous avons fait la prison, mais en sortant de prison, il avait toujours un sourire aux lèvres pour vous dire qui aime bien châtie bien. Hein? Et il nous disait souvent, bon, oh, était Marcel, puisque je dirigeais le SINARES avec était Marcel, bon, toi tu es trop vieux, tu ne feras pas la prison, mais c'est ton petit la coudre que je vais mettre en prison. Et il a toujours réagi comme ça, c'est moi qui le mettais en prison, parce que était un peu en réserve, c'était le doyen, c'était la tête blanche. Mais voyez-vous, je tenais à dire que nous avons arraché le multipartisme, pas par les armes, par des manifestations de rue, patientes. Le président avait dit, Houphouët avait dit, vous allez user vos chaussures, marchez comme autant que vous voudrez. Nous avons marché autant que nous pouvions, mais nous avons fini par arracher le multipartisme. Une victoire du peuple ivoirien. Une victoire de toutes les forces politiques, démocratiques et syndicales en Côte d'Ivoire. Une contribution donc aux luttes pour la liberté. Et fêter donc pour le FPI, fêter à l'occasion donc de cette victoire, c'est se souvenir. C'est se souvenir, mais se souvenir de ce que on obtient des victoires qu'en se battant, que par la lutte. Une fête dédiée à la liberté, donc deuxième point, pour s'imprégner des droits et devoirs du combattant de liberté face à un régime liberticide. Parce que les droits ne sont pas souvent connus, les devoirs ne sont pas souvent connus. Et ces droits et devoirs, nous devons les appuyer sur les déclarations universelles des droits de l'homme. Je voudrais en citer une seconde pour dire, et ce n'est pas moi qui parle, à travers moi parle une organisation internationale. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 10 août 1793. Cette déclaration, en son article 35, prescrit une chose qui est simple. Le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs du citoyen, quand le gouvernement viole les droits du peuple, c'est l'insurrection. Celle-ci s'entend comme l'action de se soulever, de se révolter contre l'autorité, mais en utilisant bien sûr les moyens légaux. Il n'a jamais été dans l'esprit de cette déclaration de penser à la prise des armes, à la violence, mais par les moyens légaux, le plus sacré des droits du citoyen, c'est de se lever pour dire non. Résister donc à l'oppression, agir pour mettre fin à la servitude et au règne des dictateurs. Parce que tant que règne des dictateurs,
la liberté aura toujours un champ de compression. Mettre fin au règne des dictateurs. Nous avons mis fin au monopartisme, à la pensée unique, par des manifestations patientes de rue. Nous pouvons mettre fin au règne des dictateurs par les mêmes manifestations de rue sans avoir recours aux armes. Il y en a qui sont adeptes des armes. Nous ne sommes pas adeptes des armes. Par la fête, donc, nous prenons date et nous prenons des engagements pour qu'après la fête, nous ne nous endormions pas sur les lauriers. Les victoires, on les chante, on se souvient. Mais pour préparer de nouvelles batailles. Car c'est en engageant de nouvelles batailles qu'on pourra arracher de nouvelles victoires. Dormir sur ces lauriers, dormir sur la victoire passée, ce n'est pas ça le sens de la fête que le Front populaire ivoirien instaure. C'est à l'occasion de cette fête du souvenir, faire un peu le bilan du parcours, mais faire l'état des lieux. Quel est l'état des lieux aujourd'hui des libertés en Côte d'Ivoire? Ce que nous avions acquis de haute lutte depuis 1990, tout cela est aujourd'hui remis en cause. Tout cela est remis aujourd'hui en cause. J'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, si tout est remis en cause, si nous sommes en train de revenir à 20 ans en arrière, tous les acquis de notre lutte complètement balayés du revers de la main, il faut nous dire que il y a un pas nouveau à franchir. Un pas nouveau à franchir et le plus rapidement à franchir. Prendre des engagements sur ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire parce que l'état des lieux, par les indicateurs, sont nombreux. Ils sont nombreux, ces indicateurs, de la violation des libertés dans notre pays. Une fête de la liberté pour braquer donc les projecteurs sur les libertés qui sont abondamment violées, alors qu'elles sont ces libertés en même temps abondamment proclamées. Quels sont les témoignages en international pour montrer qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit en réalité une dictature qui ne dit pas son nom? En international, je cite d'abord la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui, le 18 novembre 2016, condamnait déjà l'immixtion de l'exécutif ivoirien dans la gestion de la commission électorale indépendante et ordonnait à la Côte d'Ivoire à modifier la loi organique irrelative. Aujourd'hui où nous parlons, le gouvernement est toujours et continue de rester sourd à cette interpellation. Deuxièmement, l'Union européenne. En juillet 2018, le rapport des chefs de mission de l'Union européenne qualifie la Côte d'Ivoire d'une façade rassurante. Une façade rassurante. La Côte d'Ivoire, dit-elle, et je cite, parce que c'est mes pairs, quand on dit rapport des chefs de mission, c'est des diplomates qui écrivent, mais en pesant les mots. Et je cite, début de citation, la Côte d'Ivoire affiche l'image rassurante d'une stabilité retrouvée, portée par des taux de croissance élevés. Cependant, les indicateurs sociaux stagnent. Par exemple, le taux de pauvreté à 46%, déjà en 2015. La population s'interroge de plus en plus ouvertement sur cette croissance qui ne lui semble pas ou qui semble peu bénéfique.
et la population tolère d'autant moins les largesses financières dont bénéficient les cercles du pouvoir et tolère d'autant moins l'enrichissement ces dernières années de ces cercles du pouvoir, enrichissement parfois très spectaculaire. Fin de citation du rapport de l'Union européenne. Mais elle ne s'arrête pas là. L'Union européenne, à travers ses chefs de mission, elle dit, en ce qui concerne la réconciliation nationale, et je cite, si nécessaire dans ce pays longtemps divisé, et en dépit de la création d'une commission dédiée à ce sujet, mais au résultat vide de sens, semble avoir été sacrifiée la réconciliation sur l'autel de l'impunité. Aucun jugement à ce jour des exactions commises durant la crise par des forces pro-Ouattara. Procès bâclé ici et là. De l'amnésie par la lecture commune de la crise et peu d'indemnisation des victimes. Et surtout par le principe du rattrapage, qui dans les faits est substitué au concept d'ivoirité. C'est l'Union européenne qui parle. Fin de citation. Ensuite, l'Agence française de développement, à l'occasion d'une étude conduite conjointement avec l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée de Paris, qui indique, malgré les propos rassurants sur l'émergence, qui indique le taux de pauvreté qui va de plus en plus grandissant, se situant aux alentours de 47%. Et enfin, pour faire court, la Amnesty International, qui dans son rapport du 11 février 2019, dit ceci, et je cite, « Les lois répressives, arrestations et détentions arbitraires, impunité dans le camp Ouattara, harcèlement ciblant des citoyens en raison de leurs opinions jugées critiques et dissidentes vis-à-vis du pouvoir Ouattara. Impunité, violence, déni de droit, liberté mise sous le boisseau. Amnesty International. Oui, en international, les langues se sont de plus en plus déliées et des journalistes dont j'ai salué tout à l'heure le courage, comme mon frère, mon ami François Mattei, ont contribué à faire avancer les choses. Mais en national, les indicateurs peuvent être rappelés, ils sont tellement aujourd'hui poignants qu'on ne peut plus les cacher comme il le faisait par le passé. Il y a d'abord, et à ce niveau, tout à l'heure je vous demanderai une deuxième minute encore de silence, le génocide du peuple Houé. Les Houé ont été l'objet de crimes planifiés et perpétrés sous le regard indifférent des forces de l'ONUCI et de la force militaire française de l'ICOR. Sous le regard indifférent de la communauté dite internationale, qui était devenue affolée, alors qu'elle était chaque jour, chaque minute. J'étais ambassadeur en Israël, mais il n'y avait pas de jour qui passait que je n'entende une déclaration de l'organisation de la communauté internationale interpellant Laurent Gbagbo sur tel ou tel fait. Mais face à ce génocide ciblé, où le peuple Houé a connu un génocide, et le génocide est bien défini, On planifie une action contre un groupe déterminé pour ce que ce groupe est, ce à quoi il appartient, et on décide d'en finir. Une sorte de pogrom contre le peuple Houé, à l'ouest, pour être le soutien, pour avoir été les soutiens du président Laurent Gbagbo. C'est un élément important
qui nous situe sur nos responsabilités à prendre par rapport à l'avenir immédiat, par rapport à la lutte à mener pour que cela n'advienne plus jamais dans notre pays, qu'un groupe ne fasse pas l'objet de cibles et qu'il ne le fasse pas l'objet d'une tuerie à une si grande échelle. Nous connaissons les lieux où ces crimes ont été perpétrés. Ditrozon, Petit Diokwe, Naïbli, Diokwe Carrefour, tout cela dans le pays ouest. On ne peut pas rester silencieux. Et c'est pourquoi François Mattei l'a dit tout à l'heure, personne, encore moins Laurent Gbagbo, n'est anti-français. Mais il est temps que la France profonde, la France des droits de l'homme et du citoyen, la France qui a cassé la Bastille, qu'elle puisse parler et dire qu'elle n'est pas solidaire. Elle n'est pas solidaire de ce qui a été fait en son nom ailleurs dans le monde. Qu'elle parle. Elle parle déjà à travers des gens comme François Mattei, mais elle devrait de plus en plus parler à travers ses partis politiques, à travers les organisations de défense des droits de l'homme. Alors, nous verrons que la dynamique n'était pas qu'une dynamique renfermante, parce qu'une dynamique excluant plutôt d'autres. Les crimes contre l'humanité commis contre les patriotes à la résidence d'État du président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Je voudrais citer toutes ces violations pour montrer l'ampleur du combat qui reste à mener. Des patriotes venus par milliers se constituer en bouclier humain pour protéger la vie du président Laurent Gbagbo ont été froidement abattus pour frayer le passage aux forces rebelles. Je vous assure que la première tentative de renverser Laurent Gbagbo, là, j'avais fini ma mission en France comme ambassadeur et j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais parmi les marcheurs. Et de la résidence La Riviera 3, où j'habite, là encore j'étais protégé par mes gardes-corps. Nous avons fait la marche avec les jeunes pour aller assurer la protection de Laurent Gbagbo. À la résidence, nous y sommes arrivés avec des jeunes, des enfants, des moins jeunes. Dans la même occasion, comme si, de tristes mémoires, nous devions nous souvenir de ce qui s'est passé le 11 avril, des avions, encore français, tiraient déjà à cette époque-là. Peut-être que nous avons eu la chance, c'était pas le jour de notre jour, dans le sens négatif. Nous n'avons pas perdu la vie. Mais le 11 avril, il y a des Ivoiriens, il y a des jeunes qui ont perdu la vie pour s'être constitués en bouclier humain, c'est-à-dire protéger le président Laurent Gbagbo avec leur corps. Ils ont perdu la vie. On ne peut pas les dénombrer. Quel est leur nombre? Ils ont été ramassés nuitamment. Il y a des parents qui cherchent encore leurs enfants. Ils ne savent pas où sont leurs enfants. Mais peut-être que leurs enfants se trouvent dans tous ceux qui ont été enlevés nuitamment. Et c'est là que nous avons mal au cœur. Parce que l'émotion est humaine. Et l'émotion participe de la lutte. Si vous n'avez pas d'émotion, c'est que vous n'avez pas de cœur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas partager une cause. Vous ne pouvez pas être ému par la misère ou la difficulté qui est celle de quelqu'un.
Et croyez-moi, mon métier, c'est d'abord d'être psychologue. Je sais ce que c'est l'émotion dans la vie d'un être, d'abord d'un enfant qui croit, qui grandit, je veux dire. Le poids de l'émotion. Si vous ne pouvez pas partager la peine de l'autre, vous ne valez pas la peine du point de vue humain. Et c'est là que nous devons interpeller à nouveau la communauté internationale. Lorsque, à l'occasion du procès contre le président Laurent Gbagbo, on nous annonce 3000 victimes. 3000 victimes, on pense 3000 victimes du camp Ouattara. Mais enfin, on ne peut pas être révisionniste à ce point où la petite histoire, la grande histoire ivoirienne qui ne date que de quelques années, on puisse la transformer sous nos yeux. 3000 morts. Là où la commission d'enquête mise sur pied par le pouvoir et dirigée par l'ex-premier ministre Konan Banny du PDCI a parlé d'au moins 10 000 victimes. Alors, si nous savons faire la soustraction, 3 moins 10 000, ça veut dire moins 7 000. C'est 7 000 moins 7 000 au moins dont on décide qu'il ne doit pas être annoncé comme étant des victimes. Pourquoi? Les victimes qui ont été faites devant l'hôtel Ivoire, où les chars français tiraient des jeunes aux mains, sur des jeunes aux mains nues. S'il vous plaît, madame, j'ai encore 1 ou 2 livres. Faites passer simplement la page où je montre les images malheureuses des personnes dont le crâne fracassé. C'est ça les droits? Des prisonniers à ciel ouvert sur tout le territoire national. Sur tout le territoire national. L'exil forcé, la liberté de la presse quotidiennement bafouée, le Conseil national de la presse érigé en organe de censure contre la presse libre sous le gouvernement, sous la gouvernance de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a pris un engagement. Jamais je ne mettrai un journaliste en prison. François, Laurent Gbagbo a tenu cet engagement. Il en a fait comme une sorte de fétiche. La liberté de la presse était des indicateurs de la liberté défendue dans un pays. Il n'a jamais mis en prison un journaliste, quel que soit le propos qu'il a pu tenir. Aujourd'hui, sous le fallacieux prétexte d'injures à la personnalité, à la haute personnalité du chef de l'État, les titres de journaux sont fermés pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être 1 mois de parution avec des amendes à payer. Et là, le rapport de l'UE rappelle, et je cite, plus récemment, la Société des journalistes de l'hebdomadaire Jeune Afrique publiait un communiqué sans équivoque exprimant son inquiétude face aux interventions répétées et injustifiées de la direction de la publication sur les articles traitant de la Côte d'Ivoire. Pression sur des journalistes. Heureusement que lorsque il y a des pressions sur certains journalistes, il y en a qui ont le courage de dire non. J'étais à Paris comme ambassadeur. J'ai rencontré des journalistes, des organes de presse, dans mon bureau d'ambassadeur, qui parfois sont sortis la tête baissée, sans plus. Je n'en dirai pas plus.
une justice des vainqueurs et une absence de réconciliation nationale. Une fête, dernier point, dédiée à la liberté pour s'imprégner des devoirs du combattant. Je vous l'ai dit, l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous le dit clairement. Si vous vous croisez les bras, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. Se rendre invincible dépend de soi. Monsieur Ouattara a tenté en 1992 d'assassiner la démocratie et des démocrates avec à leur tête Laurent Gbagbo. En 2011, il a récidivé, cette fois-ci par les armes, avec l'aide des Occidentaux, en faisant bombarder la résidence présidentielle. Non pas seulement les murs, mais contre le président Laurent Gbagbo, entouré non pas seulement des éléments de sa famille, de nombreux Ivoiriens qui étaient venus le soutenir, à ses côtés des enfants, des vieillards, des femmes. Ils ont tiré. Mais à défaut d'avoir mis totalement la démocratie à mort, totalement la liberté à mort, il a réussi à prendre en otage notre jeune démocratie, qui était heureusement mise sur les rails par le président Laurent Gbagbo. Il a fait arrêter Laurent Gbagbo en complicité avec la France. Quand nous disons la France, nous désignons les autorités françaises. On s'entend très bien. L'attrayant devant la justice dite internationale. Il a été acquitté, ça a été rappelé. Quand on est acquitté, on doit être libre de ses mouvements. C'est pourquoi nous devons continuer de nous battre pour que Laurent Gbagbo soit pleinement et entièrement libre. Libre, revenu en Côte d'Ivoire, nous tous revenus en Côte d'Ivoire autour de lui. En conclusion de cet exposé rapide, nous venons donc de voir que la fête, au-delà de la simple réjouissante, se réjouir, danser comme on va le faire certainement tout à l'heure, manger pour se faire plaisir, etc., à l'occasion de se souvenir de ce qu'on avait arraché, le multipartisme. La fête, pour nous, est une occasion de mettre les combattants que vous êtes, les combattants des libertés que vous êtes, en ordre de bataille pour arracher de nouvelles victoires, pour arracher de nouveaux acquis. Après la fête, donc, il est maintenant venu le temps d'agir en faisant mentir cet adage qui est collé à la peau des Africains comme préférant danser, s'amuser et fêter. Faisons de la fête de la liberté du FPI, comme dit mon frère aîné et ami que nous avons salué ici, dont nous avons salué la mémoire, le professeur Seri Bailly, paix à son âme. Je cite, la fête de la liberté, faisons-en un moment de reprogrammation des ambitions, un moment de résurrection des héros, et enfin, une nouvelle invitation à l'héroïsme, donc une nouvelle invitation à agir. Fin des citations. Agir est de notre devoir pour mettre fin au deuil des libertés dans notre pays sous le règne de M. Ouattara. Agir pour les libertés, c'est maintenant et non demain. Car demain, il sera peut-être trop tard et nous n'aurons plus qu'à nous prendre à nous-mêmes. Pleurer sur notre sort est certainement un moyen de compensation psychologique, mais qui ne saurait suffire. Lever les yeux vers les cieux, est spirituellement fort utile. Mais pour tout dire,
n'oublions jamais que le ciel n'aide que ceux qui s'aident eux-mêmes. Suivant le précepte « aide-toi, le ciel t'aidera ». Tirons donc leçon de l'actualité, enfin de l'actualité africaine qui nous vient singulièrement du Soudan, qui nous vient d'Algérie. Et disons-nous que le prisonnier en dernier ressort n'est prisonnier que de sa propre servitude. Car du prisonnier, on peut dire que s'il continue d'être prisonnier, c'est qu'il a choisi d'être prisonnier. Je vous remercie.